autre thème transversal, c'est combien tout ça va coûter, quelle est la dimension investissement. Et pour cela, on a parmi nous Philippe Quirion, qui maîtrise cette partie du scénario 2017 pour Négawatt. Donc Philippe pour la partie investissement, mais également la partie création d'emplois. Merci. Donc, je précise que oui, moi je suis chercheur en économie au CNRS, mais par ailleurs membre, comme beaucoup de gens ici, de l'association Négawatt. C'est la troisième fois que j'effectue une analyse de l'impact sur l'emploi du scénario Négawatt, puisque c'est le troisième scénario. Au préalable, deux choses. D'une part, la création d'emplois n'est évidemment pas la première justification de la mise en œuvre d'un scénario type Négawatt. Et d'autre part, on ne peut pas espérer une politique de transition énergétique seule amène un pays comme la France au plein emploi. Je le précise parce que ce sont des questions qui peuvent paraître naïves mais qui reviennent souvent. Donc, ceci étant dit, vous avez certainement vu passer des tas de chiffres sur l'impact sur l'emploi des politiques climatiques, des chiffres qui vont dans tous les sens et qui sont basés sur des méthodes différentes. C'est légitime que des méthodes différentes soient appliquées. Il n'y a pas en la matière une bonne méthode et des mauvaises méthodes. Celle que j'utilise a l'avantage, je pense, de la simplicité et de la transparence. Il y en a d'autres que je mentionnerai rapidement à la fin. Donc, la méthode que j'utilise, c'est ce que j'appelle une étude de contenu en emploi. Alors, ce que j'appelle contenu en emploi, c'est simplement le nombre d'emplois pour 1 million d'euros de dépenses. Alors, vous pouvez me dire pourquoi, quand on dépense 1 million d'euros dans une branche de l'économie ou une autre, ça ne crée pas le même nombre d'emplois, pour différentes raisons. Si vous achetez pour 1 euro de carburant à la pompe, quelques centimes vont servir à rémunérer les employés de la station-service et de la raffinerie, mais l'essentiel va quand même servir à payer du pétrole brut, ce qui ne va pas importer, ce qui ne va pas créer d'emplois en France. Et puis il y a d'autres raisons à cette différence de contenu en emploi entre les branches. Alors, comment on peut le calculer, ce contenu en emploi ? Alors, le plus simple, c'est ce qu'on appelle les emplois directs, ceux qui sont directement dans la branche en question. Par exemple, si on achète une voiture, on va créer des emplois dans la branche automobile. Mais la branche automobile, elle va également acheter de l'acier, du plastique, des équipements, et les équipementiers vont eux-mêmes acheter des composants électroniques, par exemple. Donc, tout ça va créer des emplois, c'est ce qu'on appelle les emplois indirects. Pour prendre en compte à la fois les emplois directs et les emplois indirects, heureusement, la statistique publique, en France l'INSEE, met à notre disposition ce qu'on appelle le tableau entrée-sortie, qui est une grande matrice, un peu comme celle que Emmanuel Rosier vous a montrée, qui devait être lisible à peu près du premier rang uniquement tout à l'heure, mais en unité monétaire et qui nous dit combien, pour une année donnée, chaque branche achète à chaque branche. Donc ça, c'est l'outil de base que j'utilise. Alors, la méthode. Donc l'objectif d'abord, c'est de calculer les emplois qui seraient créés et détruits en cas de mise en œuvre du scénario Négawatt, créés et détruits uniquement en France, en cas de mise en œuvre de ce scénario par rapport au scénario tendanciel. C'est important. Alors pour cela, je procède en différentes étapes. D'abord, pour chacune des branches de l'économie française, je calcule le contenu en emploi, tel que je l'ai défini. Et ensuite, je découpe le scénario Négawatt et le scénario tendanciel en une série d'activités. Par exemple, vous avez du fret routier, vous avez du fret ferroviaire. Dans le scénario Négawatt, il y aura plus de fret ferroviaire, moins de fret routier. Je chiffre le coût de chacune de ces activités dans les deux scénarios et on a donc une répartition différente du coût de chacun des deux scénarios entre ces branches. Alors, une fois qu'on a fait ça, il se trouve que forcément, sauf hasard extraordinaire, à une année donnée, l'un des deux scénarios va entraîner plus de dépenses que l'autre. Il va être plus coûteux. Et il y a bien quelqu'un qui va payer ce surcoût. Ça va être principalement les ménages qui vont le payer soit comme contribuables, soit comme consommateurs, voire comme actionnaires. Et les ménages, ils vont réagir. Il faudra bien qu'ils payent ce surcoût. Et pour ça, qu'ils diminuent leurs dépenses ailleurs dans l'économie. Ou inversement, s'ils ont un surcroît de pouvoir d'achat, ils vont le dépenser ailleurs dans l'économie. Et ça va créer ou détruire des emplois ailleurs. C'est ça que j'appelle l'effet induit. Le terme effet induit est parfois utilisé dans un sens différent, mais voilà le sens dans lequel je l'utilise. Donc au final, en fait,
on aura une même dépense agrégée, mais qui sera répartie différemment entre les différentes branches de l'économie. Pour mener cette étude, j'utilise différentes sources. Je cite simplement les trois principales. Une étude de l'ADEME qui est consacrée au marché, aux emplois dans les renouvelables et l'efficacité énergétique. Les comptes des transports du ministère du Développement durable et au niveau de l'INSEE, le tableau entrée-sortie et une base qui s'appelle ESAN qui permet d'atteindre un niveau de détail plus important. Quelles activités est-ce que je prends en compte? Pas complètement tout le scénario négawatt, mais quand même beaucoup de filières renouvelables. Dans le bâtiment, à la fois logement tertiaire, rénovation et neuf, les énergies fossiles, le démantèlement des centrales, les réseaux d'énergie et la méthanisation, et puis dans les transports, aussi bien de la fabrication d'équipements, des infrastructures, de l'exploitation des services, et également de la réparation, le surcoût du gain d'efficacité des appareils, et puis tout ce qui est information. J'en viens au résultat. Alors le résultat agrégé, c'est la courbe noire ici, présentée entre 2020 et 2050. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'emplois créés en France et que c'est la différence entre le scénario de négawatt et le scénario tendanciel. C'est exprimé alors en emploi équivalent temps plein, c'est-à-dire que si à demi-temps, on compte ça comme un emploi équivalent temps plein. Bon, en gros, si on comptait en emploi simplement, ça rajouterait 10% à peu près. Et cette courbe noire, c'est la somme de toutes les autres courbes qu'on voit ici, que je vais vous expliquer maintenant. En orange, on a alors, les emplois dans le bâtiment. Encore une fois, la différence entre le scénario négawatt et le scénario tendanciel. Mais c'est l'effet brut, c'est-à-dire que là, sur cette courbe, on ne prend pas en compte l'effet induit, le fait qu'il faut que quelqu'un paye le surcoût et qui va réduire ses achats ailleurs dans l'économie. Ça nous fait à peu près 300 000 dans le bâtiment, un surcroît d'environ 300 à 400 000 emplois sur la période des années 2030-2040. Dans les renouvelables, un résultat du même ordre. Ensuite, on a des secteurs où on a un effet beaucoup plus faible en valeur absolue, réparation, information. Et puis deux secteurs où on a un effet là, pour le coup, négatif. Je reviendrai tout à l'heure sur ces différents secteurs, qui sont les transports et tout ce qui est énergie non renouvelable. Et puis la dernière courbe, en vert, c'est ce que j'ai appelé l'effet induit. Alors, cet effet induit, encore une fois, il vient du fait que l'un des deux scénarios est forcément plus coûteux que l'autre, que quelqu'un paye ce surcoût et réduit ses dépenses de consommation, d'où une perte d'emploi un peu partout dans l'économie. Cet effet induit, il suit une trajectoire assez particulière, c'est-à-dire dans un premier temps il est positif, légèrement positif. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on met dans le scénario en œuvre des mesures de sobriété énergétique très rapidement et que ces mesures de sobriété, elles entraînent assez peu de dépenses monétaires. Si vous diminuez la vitesse limite sur les routes, les gens vont consommer moins de carburant, ils auront du coup un peu de pouvoir d'achat en plus, qu'ils vont dépenser ailleurs dans l'économie, mais ça ne génère pas des dépenses particulières. Ce n'est pas comme l'efficacité énergétique ou les renouvelables, où là, il y a un investissement. Dans les années 2020, on a le pointeur, c'est ça, là. On a un effet induit négatif parce que là, on investit beaucoup dans les renouvelables et l'efficacité énergétique. Et donc, on a un surcroît de dépenses dans le scénario négawatt. Mais ces investissements dans les renouvelables, l'efficacité énergétique, portent leurs fruits par la suite. Et du coup, on a moins de dépenses dans le scénario négawatt, d'où un effet induit positif. Quand on additionne toutes ces courbes de couleurs et qu'on arrive à la courbe en noir, le résultat, c'est plus 100 000 emplois équivalents temps plein en 2020 et jusqu'à plus 600 000 en 2050. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un résultat positif? Pour une raison simple, c'est que, d'une manière générale, la plupart des branches qui se développent dans le scénario négawatt, par rapport au tendanciel, présentent un contenu en emploi supérieur à la moyenne de l'économie, alors que les branches qui régressent dans le scénario négawatt, encore une fois, par rapport au tendanciel, présentent la plupart du temps, avec quelques exceptions, un contenu en emploi inférieur. Si on regarde ici, j'ai mis en vert les branches qui se développent, enfin une partie des branches, parce que je ne suis pas sur une nomenclature en 732 branches que je vous épargne, mais vous avez par exemple
sylviculture, construction des voies ferrées, fret ferroviaire, réseau électrique et beaucoup d'isolation des logements, qui présentent un contenu en emploi plus élevé. Dans l'isolation des logements, c'est à peu près 14 emplois équivalents temps plein par million d'euros de dépenses, contre 9 pour la moyenne de l'économie. À l'inverse, toutes les branches des énergies fossiles ont un contenu en emploi inférieur. C'est le cas aussi de l'industrie automobile, de manière plus surprenante. C'est le cas aussi du transport aérien. Mais il y a des exceptions, comme le fret routier. On y reviendra. Alors, quelques zooms sectoriels, si on me laisse le temps, mais moi je m'adapte. Hein. Dans le bâtiment, alors ici, on distingue entre tertiaire et logement, et entre logement neuf et rénovation. Davantage, de manière assez évidente, hein, davantage d'emplois dans la rénovation, des logements et du tertiaire, et moins d'emplois dans le neuf, parce qu'il y a un peu moins de construction neuve. En gros, à partir de 2030, on a plus de 300 000 emplois équivalents temps plein. Donc là, encore une fois, c'est en comparaison entre le négawatt et le tendanciel, et sans prendre en compte l'effet induit. Dans les renouvelables, on est à peu près au même niveau agrégé, avec quels sont les renouvelables qui créent ici le plus d'emplois. Bon, on a ce qui est biogaz et gazéification de la biomasse, le photovoltaïque, l'éolien maritime en particulier, mais en fait, il y en a pas mal d'autres qui jouent. Dans les transports, le bilan est moins positif. On a des créations dans le ferroviaire, le transport en commun, etc. Mais on a aussi des pertes d'emplois. Ici, en bleu, c'est dans le fret routier ou dans le transport aérien. Pour tout ce qui est énergie hors renouvelable, on a des créations d'emplois dans les réseaux de gaz et surtout d'électricité. Ça, c'est les dépenses nécessaires pour intégrer toutes les sources diffuses d'énergie. Et puis, sur la fin de la période, la montée en puissance de la méthanation. On a aussi davantage d'emplois dans le démantèlement des centrales, en tout cas en milieu de période. Bon, à la fin, il faut bien démanteler aussi dans le tendanciel. Voilà, avec évidemment des pertes dans tout ce qui est fossile, et puis la non-construction des EPR et la non-prolongation des centrales. Alors, tout ça, ce sont des résultats sur l'emploi. En termes de coûts, comme je vous l'ai expliqué, pour passer à l'étape emploi, d'abord, il y a une étape de chiffrage des coûts. Bon, ici, on a les dépenses totales qui sont prises en compte dans l'exercice. Vous voyez, dans un premier temps, elles sont vraiment très proches, entre le négawatt en bleu et le tendanciel en vert, à peu près jusqu'en 2033 par là. En fait, différents effets se compensent. Et puis, fin des années 2030, dans les années 2040, le scénario négawatt entraîne des dépenses assez nettement plus faibles que le tendanciel. La différence entre les deux est ici. Et en fait, cette courbe, c'est exactement la courbe symétrique de l'effet induit. Voilà, on a une période où le négawatt est un peu plus coûteux. Tout à l'heure, je vous ai montré un effet induit négatif. Et puis, en fin de période, un effet induit positif qui vient du fait qu'on a des économies nettes, qui sont dues au fait qu'on a besoin de payer moins d'énergie. Fossiles en particulier. Si on regarde sur deux secteurs, on a les transports et les bâtiments, on a des dynamiques assez opposées, ce qui est assez cohérent avec les résultats que je vous ai montrés en termes d'emploi, hein, puisque dans les transports, on a moins de dépenses agrégées dans le négawatt que dans le tendanciel, alors que dans le bâtiment, c'est l'inverse. Pour résumer, un effet net positif sur l'emploi, de l'ordre de 100 000 emplois en 2020, 600 000 en 2050. Principales activités créatrices d'emplois, c'est la rénovation thermique des bâtiments, environ 500 000 emplois par an sur la période 2030-2050, uniquement dans la rénovation. Les renouvelables, si on les met tout ensemble, environ 300 000. Transport en commun, on y pense moins, mais c'est beaucoup aussi. Un coût assez proche du tendanciel jusqu'en 2020, plus faible à partir de 2030. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a différentes méthodes appliquées à ce type d'exercice. Une autre méthode a en fait été utilisée pour évaluer le scénario négawatt précédent par l'équipe du modèle SRIMI, donc équipe ADEME et OFCE. Ce qui est rassurant, c'est que les résultats sont assez comparables. Donc ça, c'est un exercice qui avait été mené dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, voici quelques années, à l'aide de ce modèle, qui indiquait en particulier à l'horizon 2050 un gain de 2,1% d'emplois
dû à la mise en œuvre du scénario négawatt par rapport au tendanciel, ce qui correspond à peu près aux 600 000 emplois auxquels j'aboutis. Pour finir, ça c'est un travail en cours avec, et on souhaite développer différents points. Une analyse de sensibilité telle que j'avais pu le faire dans le précédent exercice, et là pas encore. Travailler sur les enjeux, bien évidemment extrêmement importants, de transition professionnelle et de formation. Une critique est souvent faite à ce genre d'exercice, mais comment vous allez trouver les gens pour les qualifications nécessaires pour toutes ces activités? C'est vrai, c'est évidemment une question très importante, mais il faut voir que c'est un enjeu, même dans le scénario tendanciel. Si on regarde la pyramide des âges, par exemple dans les centrales nucléaires, on se dit que mettre en œuvre des scénarios très nucléaires, c'est pas évident en termes de qualification. Et puis la formation, c'est un coût, mais ça crée aussi des emplois. C'est un secteur très intensif en emploi. Ça aussi, il faudra le prendre en compte. Autre question essentielle, c'est tout ce qui est qualité des emplois. Alors, c'est une question qu'il faut traiter de manière approfondie parce que c'est très multidimensionnel, la qualité des emplois. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des enquêtes, en particulier de la DARES, sur les conditions de travail. Et une autre question qui est assez peu traitée, c'est celle de l'égalité femmes-hommes dans les emplois créés et détruits. Ça, il faudrait le quantifier aussi, sachant que, ici, c'est vrai que dans une grande partie des activités qui se développent, une partie, par exemple l'isolation des logements, c'est particulièrement masculin. Et en même temps, c'est vrai aussi pour une grande partie des activités qui régressent, dont le fret routier. Donc, c'est pas évident de savoir à l'avance quel serait le bilan. Merci Philippe.